Attention, si vous n'êtes pas sage, Yama-uba va venir vous manger. Voilà une phrase que les petits-enfants ont souvent dû entendre dans le Japon médiéval. À cette époque, le nom de Yama-uba, qui signifie la vieille de la montagne, et se prononce également Yamamba, était synonyme de terreur. Lointaine parente de la méchante sorcière des contes européens, comme Hansel et Gretel, les frères Grimm, cousine de la féroce Baba Yaga des Narodnaï Сказки, les contes russo-slaves, cette ogresse anthropophage faisait trembler tous les petits japonais, même les plus téméraires. Or, de toutes les créatures fantastiques du Japon, Yama-uba est sans doute celle qui a connu l'évolution iconographique la plus surprenante au cours des siècles. D'abord monstre dévorateur associé aux puissances élémentaires, la vieille de la montagne a fini par devenir, après de nombreuses mutations littéraires et picturales, l'image même de la tendresse maternelle pour les Japonais de la période Edo. Mais comment expliquer une telle transformation? À l'origine, Yama-uba est un yokai, un monstre folklorique issu d'ancestrales croyances populaires. Traditionnellement représentée comme une femme hirsute revenue à l'état sauvage, vêtue d'un simple pagne végétal ou de haillons couverts de feuilles, elle hante les montagnes et guette les voyageurs égarés pour les dévorer. Polymorphe, Yama-uba revêt parfois l'aspect d'une belle jeune femme ou d'une gentille vieille dame hospitalière pour tromper ses victimes. Mais elle ne peut complètement cacher son appétit cannibale à cause de l'éclat particulièrement gourmand qui brille au fond de ses yeux. Lorsqu'elle révèle son apparence démoniaque, elle prend la forme d'une kijo, une ogresse haute de 2 ou 3 mètres. Sa bouche se fend d'une oreille jusqu'à l'autre et laisse apparaître une rangée de crocs aiguisés, capables de broyer les os d'un bœuf. Ses ongles deviennent des griffes aussi affûtées que des rasoirs, bien commodes pour découper ses proies. Il arrive même qu'il lui pousse de longues cornes, ce qui lui donne alors l'apparence d'une hanya, un démon femelle. On retrouve donc Yama-uba dans de nombreux contes folkloriques japonais destinés à effrayer les enfants désobéissants ou imprudents. L'un d'entre eux, intitulé Tendo Sankin no Kusari, la chaîne en or venue des cieux, ressemble d'ailleurs étrangement dans sa structure à un célèbre conte européen, compilé par les frères Grimm au XIXe siècle, Le loup et les 7 chevreaux. Dans le récit japonais, une mère laisse ses 3 enfants à la maison pour aller vendre le fruit de ses récoltes au marché. Elle leur recommande, prudence élémentaire, de n'ouvrir à personne d'autre qu'elle, au risque d'être dévorée par la terrible Yama-uba. Quelque temps après son départ, la sorcière de la montagne se présente effectivement et tente de se faire passer pour la mère des enfants. Mais ces derniers identifient l'ogresse à travers la porte, à cause de sa voix rauque, et refusent de lui ouvrir. Yama-uba retourne donc dans la montagne, où elle se prépare une potion à base d'œufs et de miel pour adoucir sa voix. Sa deuxième tentative est tout aussi infructueuse, puisque les 3 bambins lui demandent alors de passer ses doigts par l'entrebâillement de la porte. Ils la reconnaissent à cause de ses horribles mains rugueuses. Vexée, Yama-uba repart dans son antre pour se faire une manucure. Elle frotte avec ardeur sa peau calleuse à l'aide d'une pierre ponce, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé des mains de jeune fille. Cette fois-ci, la ruse fonctionne, et le plus jeune des 3 enfants lui ouvre la porte. Yama-uba se jette alors sur le garçonnet trop naïf et le dévore. Le conte japonais se termine moins bien que notre conte européen, puisqu'il n'est pas question ici d'ouvrir le ventre du monstre avec des ciseaux pendant son sommeil pour récupérer l'enfant miraculeusement intact. En effet, Yama-uba a pris soin de découper méthodiquement sa petite victime avec force bruit de mastication sanglante. Heureusement, les 2 autres enfants parviennent à s'échapper grâce à l'intervention d'un kami protecteur qui leur permet de grimper vers les cieux grâce à une chaîne en or magique. En voulant les poursuivre, Yama-uba fait une chute mortelle. Son sang, éclaboussant abondamment le sol, donne alors naissance au soba, le sarrasin rouge. La plupart des récits qui mettent en scène Yama-uba font ressortir son insatiable appétit, non seulement pour la chair humaine, mais aussi pour d'autres aliments plus traditionnels, comme le riz ou les produits à base de soja, comme le miso ou le shoyu. Dans un autre conte japonais célèbre que je vais simplifier, intitulé Ushikata to Yama-uba, un vacher nommé Kansuke est un jour obligé de traverser la montagne avec sa vache pour aller vendre ses maquereaux séchés dans un village avoisinant. En pleine forêt, il rencontre une vieille femme qui lui demande très poliment un de ses poissons. Kansuke accepte de bonne grâce, mais lorsqu'il voit la manière dont le maquereau est englouti, il comprend qu'il a affaire à Yama-uba. Sans demander son reste, il prend ses jambes et sa vache à son cou. La sorcière se lance alors à sa poursuite, toute griffe dehors, en hurlant qu'elle a encore faim. Kansuke, sans interrompre sa course, lui jette peu à peu sa réserve entière de poissons séchés. Et quand il tombe à court de maquereaux, il est bien obligé de sacrifier sa vache pour retarder le monstre. Tandis qu'il s'échappe, il entend derrière lui les mugissements de la pauvre bête, couvrant à peine le bruit des os broyés par les mâchoires de Yama-uba. Dans sa fuite éperdue, Kansuke s'enfonce au cœur de la forêt et s'égare complètement.
Au coucher du soleil, il finit par apercevoir une hutte isolée au milieu d'une bambouserie et pense trouver le salut en s'y réfugiant. Manque de chance, il s'agit bien évidemment du repère de la vieille ogresse. Lorsque Yamauba rentre chez elle à la nuit tombée, Kansuke a tout juste le temps de grimper dans les chevrons de la charpente pour s'y dissimuler. Grâce à un roseau arraché du toit, il parvient à voler à la sorcière un mochi, un gâteau de riz gluant, et à boire son saké doux. Rendue suspicieuse par ces disparitions, Yamauba s'apprête à fouiller la cabane de fond en comble. Mais le vacher rusé parvient à tromper sa méfiance en imitant le cri d'un rat. Yamauba, rassurée, décide d'aller se coucher dans un grand coffre en bois, habitude qu'elle partage apparemment avec de très lointains cousins transylvaniens. Dès qu'il entend la sorcière ronfler, Kansuke descend de sa cachette et bloque le couvercle avec une énorme meule en pierre. Puis, à travers un trou qu'il a pratiqué à l'aide d'une scie, il verse dans le coffre de l'eau bouillante, ignorant les hurlements de douleur de l'ogresse. Quand les cris cessent, le vacher prend son courage et le couvercle du coffre à deux mains. Ébahi, il découvre à l'intérieur un véritable trésor. Le corps de Yamauba s'est transformé en soie, en or et en pierres précieuses. Satisfait, Kansuke peut enfin rentrer chez lui en se disant joyeusement qu'il va pouvoir s'acheter une nouvelle vache. Ce conte est intéressant car il montre l'ambivalence de Yamauba, souvent caractéristique des yokai. Généralement présenté comme un monstre dévorateur, annonciateur de mort, Yamauba révèle aussi parfois un aspect nourricier et bienfaisant. Gardienne des richesses incommensurables de la montagne, elle sait en faire profiter les humains, à condition qu'ils lui témoignent du respect. Dans certaines légendes, la sorcière offre ainsi à des villageois pauvres mais généreux divers objets magiques qui assurent leur fortune, comme un chaudron d'abondance qui se remplit tout seul si on y verse une petite mesure de riz, une pelote inépuisable de fil de chanvre ou une boîte d'apparence modeste mais qui recèle une réserve inextinguible d'or. Il existe différentes théories sur l'origine de Yamauba. Certains folkloristes, à tendance évémériste, associent le personnage aux terribles famines qui frappèrent le Japon médiéval, notamment celle de l'ère Kangui au XIIIe siècle. Incapables de subvenir aux besoins de leurs maisonnées, certaines familles pauvres furent contraintes d'abandonner leurs parents âgés dans les montagnes. Plusieurs doyens choisirent même de se sacrifier en s'exilant volontairement pour réduire le nombre de bouches à nourrir et permettre à leurs enfants de survivre. Ces vieillards affamés et squelettiques, errant à travers les montagnes, auraient donné naissance au mythe de Yamauba. Pour les Japonais de l'époque, il semblait en effet logique que ces pauvres créatures tourmentées finissent par se transformer en yokai monstrueux assoiffés de sang humain. D'autres mythologues, en revanche, voient plutôt en Yamauba une résurgence du chamanisme ouralo-altaïque, dont est issu le shintoïsme. Au Japon, les montagnes, yama, sont les sites sacrés par excellence. Elles jouent un rôle essentiel dans la religion japonaise, où elles sont considérées comme habitation des dieux et utilisées à la fois comme sanctuaires et lieux de sépulture. Depuis la naissance de l'agriculture, les montagnes japonaises sont également associées à des rites de fertilité, puisque les nuages qui naissent sur leurs crêtes provoquent des orages, dont les pluies nourrissent abondamment les plaines et favorisent notamment la récolte du riz. Ces rites ancestraux étaient jadis accomplis par une miko. Cette prêtresse chamane était en quelque sorte considérée comme l'épouse sacrée de l'esprit de la montagne. Par sa féminité même, elle permettait à Yama no Kami, considéré lui comme un mâle, de s'unir symboliquement aux éléments célestes, le tonnerre et le vent, pour féconder la terre. Certains spécialistes estiment que Yamauba est un souvenir populaire mythifié de cette ancienne prêtresse, sorte d'alma mater chamanique chargée de faire le lien entre le ciel et la montagne sacrée pour faire tomber la pluie, ce qui expliquerait d'ailleurs l'aspect nourricier du yokai. Il est par ailleurs intéressant de noter que de nombreuses représentations idéalisées de Yamauba, sur lesquelles je reviendrai plus tard, montrent la sorcière brandissant soit un kazaguruma, un petit moulin en papier multicolore qu'il associe métaphoriquement au vent, soit un denden taiko, un petit tambour pour enfants qu'il associe au tonnerre, a fortiori puisqu'il est frappé ici du symbole Mitsutomoe. Même si Yamauba utilise ici ces objets comme des jouets pour amuser son fils, ils permettent tout de même d'établir une corrélation entre le personnage et les forces élémentaires qui étaient invoquées par l'épouse rituelle de Yama no Kami. Notez que Yamauba est aussi souvent représenté en train de porter des bottes de paille de riz. Ces chaumes, qui évoquent métaphoriquement la moisson du riz en automne, peuvent également être interprétés comme une lointaine résurgence des rites agricoles auxquels était associée la miko. Si la légende de Yamauba trouve probablement son origine dans des rites chamaniques remontant au néolithique, son personnage ne fait véritablement son entrée dans la littérature japonaise qu'à l'époque Muromachi, au début du XVe siècle, grâce à une célèbre pièce de théâtre no intitulée Yamamba et attribuée au dramaturge Zeami Motokiyo. La pièce raconte l'histoire d'une danseuse de cour, nommée Yakuma,
devenue célèbre grâce à une performance chorégraphique dans laquelle elle interprète justement l'ogresse de la montagne, ce qui lui a valu le surnom de Yamamba Yakuma. Pour se rendre en pèlerinage dans le temple bouddhiste Zenkoji, la danseuse et sa troupe doivent un jour traverser le col du mont Agero, dans la province d'Echigo. Au détour d'un chemin escarpé, ils rencontrent la vraie Yamamba, qui insiste pour assister à la danse dont elle a été l'inspiratrice. Comme les artistes, effrayés par la sorcière, hésitent et prétextent qu'ils sont pressés, Yamamba utilise ses pouvoirs surnaturels pour obscurcir soudainement le ciel et obliger la troupe à passer la nuit chez elle. N'osant plus opposer de refus à son hôte, Yakuma accepte de lui donner une représentation privée. Mais lorsqu'elle commence à danser, tremblante, Yamamba l'interrompt et décide d'interpréter elle-même la danse qui porte son nom, avant de disparaître. Dans cette pièce de No, Yamamba est très loin de l'ogresse cannibale des contes pour enfants. Souffrant au contraire de sa mauvaise réputation, elle aide les villageois à couper leur bois et à filer leur laine. C'est une âme tourmentée certes, mais une âme sensible, dont l'humanité n'a pas totalement disparu, qui parcourt inlassablement les montagnes à la recherche de l'illumination du Bouddha, espérant ainsi échapper au cycle des réincarnations. L'ambivalence de Yamauba traduit la conception très personnelle de Zeami Motokiyo, l'auteur présumé de la pièce, qui explique en effet qu'au théâtre, un personnage de démon doit avoir l'apparence d'un démon, mais le cœur d'un humain, car le cœur d'un démon fait obstacle à l'empathie du public. Le choix des masques de No utilisés pour interpréter Yamauba exprime d'ailleurs cette ambiguïté, puisqu'il conserve souvent des traits humains très expressifs, à la fois terrifiants et mélancoliques. Le caractère surnaturel du personnage n'est manifeste qu'à travers la poudre d'or qui colore discrètement ses yeux et ses dents. Yamamba, l'une des pièces de No les plus jouées au XVe siècle, est une étape importante dans l'évolution du personnage de Yamauba. Pourtant, il faudra attendre encore 200 ans pour que la véritable transformation ait lieu, pendant l'ère Edo, sous la plume d'un autre dramaturge célèbre. En 1712, Chikamatsu Monzaemon crée Komochi Yamamba, une nouvelle pièce consacrée à la sorcière de la montagne, mais appartenant cette fois-ci au répertoire du Jōruri. Le Jōruri est un spectacle de marionnettes encore très apprécié à cette époque et considéré comme l'ancêtre de l'actuel bunraku. Accompagné par la musique du shamisen, un seul récitant interprète tous les rôles, tandis que 2 ou 3 manipulateurs animent à vue des marionnettes de grande taille, qui sont justement ici celles de Yamauba et de son fils. S'inspirant en partie du Zentai Heiki, un récit populaire de la fin du XVIe siècle qui mentionne la grossesse miraculeuse de Yamauba sur le mont Ashigara, Chikamatsu imagine dans sa pièce l'origine humaine de la sorcière de la montagne. En voici l'intrigue simplifiée. Yaegiri est une sublime jeune femme, fille du riche Shimanchoja et originaire du village de Jizodo, près du mont Ashigara. Après avoir exercé quelque temps le métier de courtisane à Yoshiwara, le quartier des plaisirs d'Edo, elle épouse le samouraï Sakata Tokiyuki, vassal du fameux guerrier Minamoto no Yorimitsu. Victime d'un complot ourdi par le traître Takafuji, le grand Minamoto no Yorimitsu est brutalement contraint à l'exil. Tokiyuki, quant à lui, doit tout aussi brutalement quitter sa femme Yaegiri pour venger la mort de son père, tué par l'un des sbires du félon Takafuji. Quelques années plus tard, Tokiyuki revient à Edo, déguisé en marchand de tabac, et se présente à sa femme pour tenter de la reconquérir. Mais la belle Yaegiri n'a pas du tout apprécié d'être abandonnée par son mari. Après l'avoir accusée de paresse et de luxure, elle lui annonce froidement que le meurtrier de son père a déjà été tué depuis bien longtemps, et de surcroît, humiliation suprême pour un bushi, par la petite sœur de Tokiyuki. Déshonoré par son incapacité à venger son propre père et repoussé par la femme qu'il aime, Tokiyuki décide de se suicider sous les yeux horrifiés de Yaegiri. En mourant, le samouraï invoque son propre esprit vengeur, ici matérialisé par un onibi, un feu follet, et lui ordonne non seulement de prendre possession du corps de son épouse, mais aussi de la féconder. Il espère ainsi que le fils exceptionnel qui naîtra de cette conception surnaturelle mettra un jour sa force au service du grand guerrier Minamoto no Yorimitsu. Terrassée par l'invocation, Yaegiri s'effondre. Quand elle se relève, elle n'est plus la même. Possédée par l'onryo de son époux, elle est devenue Yamauba. Grâce à sa puissance surhumaine, qui lui permet par exemple de déraciner des arbres entiers, elle échappe aux sbires de Takafuji qui la retenaient prisonnière et s'enfuit d'Edo, rapide comme le vent. Adaptée pour le théâtre kabuki en 1795, la pièce de Chikamatsu contribua à populariser encore davantage le personnage de Yamauba, qui connut une fulgurante évolution iconographique dès la fin du XVIIIe siècle. Au départ,
la sorcière des montagnes est encore représentée comme une vieille femme farouche, brandissant une souche d'arbre comme s'il s'agissait d'un fétu de paille. Couverte de végétaux et de feuilles mortes, comme l'ogresse des contes, elle possède une carrure épaisse, presque masculine. Sa chevelure blanche hirsute, son nez protubérant et son rictus effrayant évoquent toujours un peu la Yamamba du théâtre No. Mais assez rapidement, les artistes vont gommer les caractéristiques démoniaques de Yamaouba. Son arbre devient un simple bâton. Sa chevelure, quoique toujours ébouriffée, reprend une belle couleur brune. Et sa silhouette s'affine pour devenir beaucoup plus féminine. Enfin, le feuillage qui la recouvre se fait moins épais et laisse progressivement entrevoir un kimono au riche motif floral ou géométrique. Même si l'image de l'ogresse sauvage subsiste dans plusieurs représentations ultérieures du XIXe siècle, l'aspect de Yamaouba va globalement s'épurer sur la plupart des estampes, de l'ère Edo jusqu'à l'ère Showa, pour offrir l'image assez moderne d'une femme forte, indépendante, à la fois mystérieuse et dangereuse. Après avoir fui Edo, Yaegiri, devenue Yamaouba, se réfugie près de son village natal, dans la région de Hakone. Évitant les humains qui craignent ses pouvoirs surnaturels, elle s'installe sur le mont Ashigara, où elle vit à l'état semi-sauvage, avec pour seule compagnie les animaux et les esprits de la montagne qui se sont mis à son service. C'est sur les pentes montagneuses enneigées que la sorcière, fécondée par l'esprit vengeur de Sakata Tokiyoki, finit par mettre au monde un vigoureux petit garçon au teint Rubicon, qu'elle nomme Kintaro. Cette naissance miraculeuse marque l'ultime étape de la transformation iconographique de Yamaouba. De simple yokai de conte, la sorcière devient, grâce à son fils, la figure allégorique maternelle par excellence pour tous les Japonais, ce que j'aurai l'occasion de développer dans la prochaine émission. Je vous quitte aujourd'hui avec ce haïku contemporain et féminin, puisqu'il a été écrit par la célèbre scénariste pour animé, Niwa Keiko. Kazaguruma, watasare shiori, kaze no naka. Depuis qu'on m'a donné un moulin à vent, je reste souvent dans le vent.